Bonjour à tous, je souhaite que cette formation vous trouve en pleine forme et en pleine santé. Dans une entreprise, chose évidente que le client est l'essence de son existence, mais aussi de sa pérennité. Le risque encouru par toute entreprise dans le monde, c'est de perdre un client. Et afin de limiter ce risque, l'entreprise travaille à satisfaire ce client et surtout à lui demander clairement s'il est bien satisfait. Et c'est pourquoi une enquête de satisfaction client existe. Qu'est-ce qu'une enquête de satisfaction client? Quel est l'objectif derrière cette enquête? Quelles étapes pour la mener? Comment créer un questionnaire de satisfaction? À la fin de cette vidéo, vous aurez les réponses à toutes ces questions, mais toujours avec une approche purement pratique. Restez à l'écoute. Démarrage simple et logique. Qu'est-ce qu'une enquête de satisfaction client? C'est une démarche qui consiste à évaluer le niveau de satisfaction d'un groupe de clients vis-à-vis d'une entreprise. Mais dans quel objectif? L'objectif d'une enquête de satisfaction client, c'est de mesurer la perception générale de la clientèle et d'identifier les domaines à améliorer. Par exemple, le domaine de la qualité, de la logistique, des achats, et ceci selon la perception exprimée à travers les réponses au questionnaire de satisfaction client. Il faut savoir qu'un processus d'enquête de satisfaction client est constitué de 4 étapes. Premièrement, connaître de près les attentes et les besoins des clients. Ce n'est pas l'entreprise qui détermine les attentes et les besoins des clients elle-même, mais c'est vraiment les clients eux-mêmes qui doivent déterminer ces attentes et ces besoins. Deuxièmement, préparation de l'enquête. Troisièmement, synthétisation des résultats. L'enquête de satisfaction client est sans utilité si les réponses à cette enquête ne sont pas synthétisées. Et puis, analysées dans le cadre de la 4e étape et communiquées et diffusées aux personnes concernées. Première étape, connaître de près les attentes et les besoins des clients. Et ceci se fait à travers une organisation des réunions avec un groupe de clients afin de déterminer les critères de satisfaction. Vous avez le choix des réunions téléphoniques à distance ou des réunions sur place pour plus de contacts, quand vous voulez. Mais l'essentiel, c'est de connaître de près les attentes et les besoins des clients. Et ceci, c'est ce qu'on appelle enquête qualitative. Tout processus a besoin d'être préparé et c'est bien l'étape 2 dans le processus de préparation de l'enquête. Cette étape, elle est constituée en elle-même de 4 sous-étapes. Première sous-étape, c'est de décider du mode de collecte. Est-ce que vous allez collecter les réponses des clients d'une méthode téléphonique ou par renseignement d'un formulaire? Il faut savoir que la deuxième méthode de renseignement d'un formulaire est la communément utilisée. Deuxième sous-étape, c'est de calculer la taille de l'échantillon. Si nous sommes dans une entreprise qui est constituée d'un nombre assez important de clients, ce n'est pas évident de mener l'enquête pour tout ce nombre de clients. Mais il va falloir restreindre et déterminer un nombre précis de clients avec lesquels cette enquête de satisfaction sera menée. Et c'est ce qu'on appelle échantillon.
Troisième sous-étape, c'est la conception du questionnaire. Le questionnaire, il sera constitué de différentes questions. Ces questions ne sont pas posées d'une façon anarchique, mais c'est vraiment une conception. Et quatrième sous-étape, c'est l'essai du questionnaire. Quand le questionnaire est prêt, un premier essai est fait afin de vérifier l'exactitude du questionnaire et bien sûr sa faisabilité. Cette étape consiste en l'enquête quantitative. Et maintenant, après la première étape qui est l'identification des besoins du client, etc., on passe au calcul de la taille de l'échantillon. Si nous avons un nombre important de clients, il faut savoir que l'enquête ne va pas porter sur 100% des clients. Et du coup, les réponses obtenues seront légèrement biaisées. Ça veut dire qu'elles ne sont pas à 100% ou bien elles ne vont pas couvrir à 100% tous les clients. Du coup, il va falloir déterminer l'exactitude nécessaire et suffisante pour atteindre les objectifs de l'enquête. Il faut que cette enquête, qui est faite sur un nombre restreint de clients ou sur un échantillon, soit exacte. D'où la détermination d'un certain nombre de paramètres d'exactitude. Premier paramètre, c'est la marge d'erreur M. Cette marge d'erreur, c'est une fourchette de certitude à l'intérieur de laquelle les réponses obtenues sont exactes. Elle est dans l'intervalle de 1 jusqu'à 10%. Communément utilisée, on trouve la valeur de 5%. Donc, communément, la marge d'erreur utilisée pour le calcul de la taille d'échantillon, c'est de 5%. Et il faut savoir qu'il ne faut pas dépasser 10% en tant que marge d'erreur. Exemple, pour une marge d'erreur de 5%, qui est la marge d'erreur communément utilisée, on va supposer que, à travers une enquête, 50% des clients interrogés sont satisfaits. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, l'interprétation, c'est que 45 jusqu'à 55% des clients sont satisfaits. Ça veut dire, de ces 50%, qui est le résultat, on va réduire ou bien on va faire une soustraction de 5%, ce qui va donner 45, et on va ajouter 5%, ce qui va donner 55%. Donc, nous sommes dans un intervalle de 45 à 55% des clients qui sont satisfaits. Du coup, la marge d'erreur, on la prend et on fait une opération mathématique. Ça veut dire qu'on fait une soustraction en amont et une addition en aval pour avoir une marge d'erreur dans notre enquête de satisfaction client. Deuxième paramètre d'exactitude, c'est l'intervalle de confiance Z. C'est quoi cet intervalle de confiance? C'est la probabilité que l'échantillon des clients interrogés ait une influence sur les résultats de l'enquête. Très bien, c'est normal. Nous avons choisi un échantillon. Il faut que l'on sache à quel point cet échantillon a une influence sur les résultats de l'enquête. Très bien. Généralement et communément, c'est l'intervalle de confiance de 95% qui est utilisé dans le calcul des tailles d'échantillons. On va prendre un exemple. Supposons qu'il y a une première enquête
qui est menée sur un échantillon de 100 clients et une deuxième enquête qui est menée sur un échantillon de 100 autres clients différents. Si l'intervalle de confiance utilisé est de 95%, ça veut dire comme interprétation que les résultats de ces deux enquêtes seront à 95% identiques, même si les deux échantillons sont deux échantillons de 100 clients différents. Et il faut savoir que cet intervalle de confiance ne peut pas être au-dessous de 90%. Troisième paramètre, c'est la proportion réelle P. Et cette proportion, c'est une proportion attendue d'une réponse de la population. Ça veut dire que c'est une proportion que l'on attend, que l'on suppose que ce sera la proportion de réponse de toute la population. Par exemple, on va prendre une enquête exemple avec un seul critère. Ça veut dire une enquête dans laquelle on cherche un seul critère, qui est les clients satisfaits de la réactivité de l'entreprise uniquement. Première hypothèse, on va prendre les résultats de l'enquête précédente. Ça veut dire on va supposer qu'il y a eu une enquête précédente qui a été déjà menée et qui a donné des résultats de 40% des clients qui sont satisfaits de la réactivité de l'entreprise. Dans ce cas, la proportion réelle P sera de 40%. Deuxième hypothèse sur laquelle on travaille, c'est le résultat attendu. Par exemple, ici, 40% des clients seront satisfaits de la réactivité de l'entreprise. Selon une étude qui est menée ou bien selon les statistiques du marché, l'entreprise a pu avoir ce résultat attendu qui est de 40%. Donc, pour la proportion réelle P, lorsque vous travaillez sur une enquête de satisfaction qui cherche un seul critère, par exemple ici la réactivité de l'entreprise, vous pouvez utiliser la proportion P réelle qui est basée sur les résultats de l'enquête précédente ou bien sur le résultat attendu à travers une étude du marché que vous menez ou des statistiques du marché. Mais pour le cas d'une enquête multicritère ou le cas d'une absence d'ancienne enquête, ça veut dire une enquête qui va mener l'enquête de satisfaction pour la première fois, on utilise P égale à 0,5. C'est le paramètre communément utilisé pour la proportion réelle P. Ayant connu tous ces paramètres, entrons directement dans le vif du sujet et posons-nous la question, quelle est la formule de calcul de la taille de l'échantillon? Directement, la formule de calcul, c'est celle-ci. N est égal à Z au carré multiplié par P multiplié par 1 moins P divisé par M au carré. Tel que N, c'est la taille de l'échantillon, Z, c'est l'intervalle de confiance dont on vient de parler, P, c'est la proportion estimée de la population, M, c'est la marge d'erreur tolérée. Mais il faut savoir que cette formule est utilisée pour les populations de grande taille. Et on parle de population grande taille lorsque cette population est supérieure strictement à 100. Mais quelle est la formule à utiliser pour les échantillons de taille réduite? Ça veut dire de taille inférieure ou égale à 100. Tout simplement, on va utiliser la formule initiale pour calculer la taille n. Et ensuite, on va utiliser un coefficient de correction C qui est égal à grand N divisé par grand N
plus n, tel que grand N, c'est la taille de la population. Et dans ce cas, la taille réelle de l'échantillon sera n' qui est égal au coefficient de correction multiplié par petit n qui est la taille initialement calculée dans le cas d'une population qui est strictement supérieure à 100. Et là, la formule sera comme suit. Très bien. Comme vous pouvez le remarquer, lorsque un échantillon est de grande taille, ça veut dire supérieur strictement à 100, la population est supérieure strictement à 100, la taille de l'échantillon est strictement indépendante de la taille de la population. Très bien. Lorsqu'on parle de population de taille réduite, ça veut dire population dont la taille est inférieure ou égale à 100, là, il y a une dépendance de la population dans le calcul de l'échantillon. Ayant vu toutes ces règles mathématiques, maintenant, on va faire une situation pratique pour le calcul de la taille de l'échantillon avec notre entreprise virtuelle XARL. XARL dispose de 100 clients, d'accord? 100 clients, ça veut dire que nous sommes dans le deuxième cas, des petites populations inférieures ou égales à 100. On a pris une marge d'erreur mx, ça veut dire mx SARL qui est égal à 5%, un intervalle de confiance zx qui est égal à 95%, une proportion réelle px qui est égale à 0,5. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons utilisé les valeurs communément utilisées. Alors, maintenant, on va calculer la taille n, qui est calculée pour les populations de grande taille, supérieure strictement à 100, qui donne 90,25. Mais là, puisque nous sommes face à une population de petite taille, inférieure ou égale à 100, on va utiliser un coefficient correcteur. Ça veut dire que la taille n' sera égale à Cn. Résultat, c'est 85,43. On va bien sûr majorer, ce qui donne 48 clients. Ça veut dire que pour XARL, l'enquête sera menée sur 48 clients. Ayant fini toutes ces formules mathématiques qui nécessitent et qui demandent un petit peu de concentration, maintenant nous allons passer à la conception du questionnaire. Quelles sont les règles de conception du questionnaire? Pour rédiger un questionnaire, il va falloir veiller sur la neutralité dans les formulations. Il ne faut pas faire des formulations subjectives. Il ne faut pas utiliser du jargon technique de la production, par exemple, un jargon qui est purement technique, qui peut embêter le client. Il faut utiliser un style simple et direct. Il faut éviter d'utiliser la négation dans la formulation des questions. Il faut veiller à utiliser des questions courtes pour éviter l'ennui du client. Et finalement, il faut que les questions soient simples à comprendre. Les questions doivent être basées sur des échelles pour faciliter les réponses aux clients. Il y a ce qu'on appelle les échelles d'attitude, telles que le Likert. Par exemple, ces échelles Likert sont du type très insatisfait, insatisfait, satisfait, très satisfait, ou du type tout à fait d'accord, plutôt d'accord, etc. On peut utiliser aussi des échelles basées sur des icônes, smiley par exemple.
Et on peut à la fin ajouter une ou deux questions ouvertes pour capter un peu d'informations qualitatives de la part du client. Lorsque le questionnaire est prêt, il faut procéder par un essai du questionnaire. Et cet essai, c'est une sorte de test sur un nombre réduit d'individus pour vérifier l'exactitude du questionnaire et pour vérifier la fluidité des questions sur le questionnaire. Après cet essai, on passe au lancement de l'enquête. Et maintenant, on va passer au cas pratique de l'enquête de satisfaction de XARL de A à Z. Restez avec moi. L'enquête commence par une petite introduction. Bien entendu, ça c'est l'enquête de notre entreprise virtuelle XARL. Ici, vous avez la maîtrise documentaire et là, vous avez votre petite introduction. Là, pour XARL, nous avons, soucieux d'améliorer ses prestations, XARL souhaite connaître votre avis concernant son produit. Nous avons mis en place cette enquête de satisfaction afin de pouvoir répondre au mieux à vos attentes et rendre votre expérience d'achat encore plus agréable. Première question de l'enquête, c'est comment avez-vous entendu parler de nous? Là, le but de cette question, c'est de savoir sur quel canal les clients peuvent nous trouver et nous découvrir. Les choix, c'est réseaux sociaux, bouche à oreille, publicité radio, moteur de recherche, etc. Donc, le client ici, il va cocher la bonne réponse. Deuxième question, globalement, quel est votre niveau de satisfaction concernant notre entreprise? Et là, nous avons une échelle Likert. Est-ce que vous êtes très satisfait, peu satisfait, pas du tout satisfait? Troisième question, quel est votre niveau de satisfaction concernant la qualité de notre produit? Là, on devient de plus en plus spécifique. Et nous avons aussi une échelle Likert par rapport à cette question. Cinquième question, comment évaluez-vous votre satisfaction vis-à-vis de la livraison de votre commande? Encore de plus en plus spécifique avec une échelle Likert pour les réponses. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été en contact avec un de notre standard téléphonique? Là, on cherche à évaluer notre niveau de communication avec le client. Comme réponse, le client peut cocher oui, comme il peut cocher non. Sixième question, à quelle rapidité le standard téléphonique vous a répondu? Et là, il y a des choix. Est-ce que ça a été extrêmement lent, rapide ou extrêmement rapide? Septième question, sur une échelle de 0 à 4, ça veut dire de fort probable à très peu probable, quelle est la probabilité que vous recommandiez notre entreprise? Là, on veut vraiment être sûr si, que le client peut nous recommander à d'autres nouveaux clients. Et là, l'échelle, elle varie de 1 jusqu'à 4. Huitièmement, à combien évaluez-vous sur une échelle de 1 à 4, ça veut dire d'effort important à effort minime, l'effort que vous avez dû fournir pour aboutir à votre besoin. Neuvièmement, mis à part les éléments déjà abordés, est-ce qu'il y a d'autres aspects de notre service que nous pouvons améliorer? Les choix, non, rien à améliorer. Est-ce que nous allons devoir améliorer notre disponibilité, notre professionnalisme, notre rapport qualité-prix? Et on va finir par des questions ouvertes. Dixième question, quels sont les facteurs qui vous ont amené à choisir notre produit plutôt que celui d'un concurrent? Et là, c'est un moyen d'analyser la concurrence. Et onzièmement, avez-vous d'autres réflexions ou suggestions à nous faire? Fin de l'enquête.
Maintenant, lorsque nous allons lancer l'enquête aux 48 clients de notre échantillon au sein de notre entreprise XARL, on va passer à la synthétisation des résultats. Alors, le responsable QHSE ou le responsable de l'enquête en général peut dresser un tableau Excel dans lequel il synthétise les résultats en fonction des questions. Là, vous avez l'exemple d'un tableau Excel de synthétisation. Par exemple, pour la première question, comment avez-vous entendu parler de nous? Est-ce que c'est à travers les réseaux sociaux, bouche à oreille, publicité radio, moteur de recherche? Et là, nous avons parmi les 48 clients, 28 qui ont utilisé les réseaux sociaux, 6 bouche à oreille, 9 publicité radio, 5 moteurs de recherche. Et ensuite, ils calculent les pourcentages par rapport aux 48 clients. Ça veut dire ici, il va diviser 28 par 48, ce qui va donner 58 clients, 6 par 48, ce qui va donner 13%, et vice-versa pour toutes les autres questions. Le tableau, ce type de tableau, il est très utile parce qu'il va falloir faciliter l'analyse par la suite. Maintenant, les résultats sont synthétisés. Nous avons le nombre des clients ayant répondu à chacune des questions avec les pourcentages. Il est temps maintenant d'analyser les résultats de l'enquête. Et l'analyse se fait généralement question par question. Pour la première question qui est de comment avez-vous entendu parler de nous, là vous avez le graphique qui représente l'ensemble des pourcentages. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons 58% qui ont répondu réseaux sociaux, bouche à oreille 13%, publicité radio 19% et moteur de recherche 10%. Alors, comme vous pouvez le constater, le pourcentage le plus important, c'est de 58% qui est relatif aux réseaux sociaux. Du coup, résultat, il va falloir cibler et s'investir dans les réseaux sociaux comme canal publicitaire. Deuxième question, globalement, quel est votre niveau de satisfaction concernant notre entreprise? 42% sont très satisfaits et 58% sont satisfaits. Ça, on l'appelle CSAT. C'est le Customer Satisfaction. Ça veut dire la satisfaction client. Donc, comment on mesure ce paramètre? Il faut savoir que à travers une enquête satisfaction client, il y a 3 paramètres à mesurer. Parmi ces paramètres, premièrement, il y a le Customer Satisfaction. OK? Alors, ce Customer Satisfaction, il est mesuré à travers cette formule. Ça veut dire le nombre des réponses positives divisé par le total des réponses multiplié par 100. Et ici, on peut remarquer qu'il n'y a pas eu de clients insatisfaits d'une façon globale. Ça veut dire que le CSAT, il est de 100%. Conclusion, il faut chercher les points à améliorer afin de maintenir et augmenter la satisfaction client, afin, et pourquoi pas, d'avoir 100% des clients qui sont très satisfaits. Analyse de la question 3 qui est quel est le niveau de satisfaction concernant la qualité de notre produit? Comme vous pouvez le remarquer, 42% des clients sont très satisfaits et 58% sont satisfaits. Il va falloir de même chercher les points à améliorer afin de maintenir et augmenter la satisfaction client du produit. Question 4. Comment évaluez-vous votre satisfaction vis-à-vis de la livraison de votre commande?
Alors, comme vous pouvez le voir, il y a 8% des clients qui sont très satisfaits, 31% qui sont satisfaits, mais malheureusement ici, nous avons 33% qui sont peu satisfaits et 27% qui ne sont pas du tout satisfaits. Ça veut dire que 60% des clients sont insatisfaits. On va sommer 33 plus 27. Ça donne 60%. Ils sont insatisfaits de la livraison des commandes, dont 33% sont peu satisfaits et 27% ne sont pas du tout satisfaits. Maintenant, il y a un problème. Il va falloir trouver la cause racine. La cause racine, trouvée, bien sûr, pas d'une façon aussi rapide, mais après discussion avec le service logistique, la direction, l'ensemble des personnes concernées, la flotte initialement acquise pour assurer la livraison des commandes n'a pas été renforcée par une flotte supplémentaire après augmentation du nombre des clients. Ça veut dire, le jour où l'entreprise a été créée, il y a eu un nombre précis de flotte qui n'a pas été augmenté après augmentation du nombre des clients. L'action ici à mener, c'est d'intégrer l'achat de nouveaux camions dans le budget du service logistique de l'année prochaine. Question 6. À quelle rapidité le standard téléphonique vous a répondu? On peut voir que 81% ont répondu lent, 17% ont répondu rapide, 2% ont répondu extrêmement rapide. Alors, parmi 79% des clients ayant contacté le standard téléphonique, 99%, c'est le pourcentage calculé à travers la question précédente qui pose la question: est-ce que vous avez déjà contacté le standard téléphonique? Donc, ce n'est pas la peine de tracer tout un graphique pour regarder ça. Du coup, 81% des clients ont qualifié la réponse du standard téléphonique de lent. Quelle est la cause racine? Les appels reçus, et particulièrement durant le pic de l'activité touristique pendant l'été dans les hôtels qui achètent du jus de fraise, sont assez nombreux que la standardiste ne peut tous les recevoir. Quelle est l'action? C'est de renforcer le standard téléphonique pendant l'été en affectant 2 autres nouvelles standardistes. Septième question. Sur une échelle de 1 à 4, de fort probable à très peu probable, quelle est la probabilité que vous recommandiez notre entreprise? Et là, vous avez le graphique représentatif. Lorsqu'on pose ce type de question de recommandation, on parle du Net Promoter Score. Net Promoter Score. Alors, le Net Promoter Score, il est calculé de la sorte. P, c'est le pourcentage des clients promoteurs. Ça veut dire combien de clients ont répondu qu'ils peuvent recommander notre entreprise. Ici, c'est 76%. Parce que nous avons 63% qui ont donné 1, fort probable, et 13% qui ont répondu 2. Et le pourcentage des clients détracteurs, les clients qui vont peu probablement recommander de l'entreprise, c'est 25%. Ça veut dire 8% pour 17, plus 17% qui ont répondu 3 et 4. Du coup, l'NPS sera P, ça veut dire le pourcentage des clients promoteurs, moins D, qui est le pourcentage des clients détracteurs. Résultat, 51%. Et ce résultat, il est qualifié comme excellent. Lorsque vous avez plus de 50%, ça veut dire que vous êtes dans l'échelle de l'excellence par rapport au NPS. À
combien évaluez-vous sur l'échelle de 1 à 4 l'effort que vous avez dû fournir pour aboutir à vos besoins? Vous avez ici le diagramme représentatif et là, on parle du paramètre d'enquête de satisfaction, du troisième paramètre d'enquête de satisfaction client qui est le CES. CES. Alors, le CES, comment il se calcule? Il se calcule à travers E, qui est le pourcentage des efforts élevés. Ici, il est de 17%, parce que 17% des clients ont répondu 1, et F, le pourcentage des efforts faibles, qui est de 69%. 69%, ça veut dire, parce que là, nous avons 10% qui ont répondu 3 et 69% qui ont répondu 4. Du coup, le CES ici, c'est E moins F, ça veut dire 17% moins 69%, ce qui donne moins 59%. Ça veut dire, parce que là, si vous pouvez le voir, nous avons mis les efforts élevés moins les efforts faibles. Nous avons le résultat de moins 52%. Ça veut dire que les efforts élevés sont moins que les efforts faibles. Et ce résultat, il est qualifié aussi comme excellent. Résultat de CES. On va revenir tout juste au CES. Le CES, ça, son détail, c'est Customer Effort Score. Customer Effort Score. Pour la 9e question, mis à part les éléments déjà abordés, est-ce qu'il y a d'autres aspects de notre service que nous pouvons améliorer? 58% des clients ont répondu non, rien à améliorer. Et 82% ont répondu qu'il va falloir améliorer notre disponibilité. Alors, ceci, il est dû à la non-disponibilité du standard pendant la période estivale, chose qu'on a déjà traitée. La question 10. Quels sont les facteurs qui vous ont amené à choisir notre produit plutôt que celui du concurrent? La qualité du produit, 63% ont choisi ce critère. Le professionnalisme, 8%. La triple certification, 21%. Et la bonne image de marque, 8%. Conclusion, une attention particulière devra être prêtée à ces 4 facteurs afin de continuer à se démarquer de la concurrence. Donc, il y a des personnes il y a des clients, qui ont répondu, c'est vrai, avec de différents pourcentages et le pourcentage le plus important, c'est la qualité du produit. Donc, il va falloir donner plus d'attention à la qualité du produit, mais il ne va pas falloir négliger les autres critères parce qu'ils sont aussi importants. 11e question. Avez-vous d'autres réflexions ou suggestions à nous faire? C'est une question ouverte. Alors, 25% des clients suggèrent l'amélioration du standard téléphonique et ceci a été déjà traité à travers les questions précédentes. 99% préconisent la diversification des produits. Du coup, l'action à mener, c'est de penser à commercialiser de nouveaux produits à base de fraises. Par exemple, yaourt, des jus mixtes qui comprennent les fraises et on va dire peut-être du lait ou d'autres produits. On peut constater que 10% des clients suggèrent d'accentuer l'activité publicitaire. Du coup, il va falloir tirer profit des réseaux sociaux pour lancer des annonces publicitaires. Et finalement,
Finalement, après une analyse bien détaillée, il faut bien sûr dresser une conclusion de cette analyse. L'analyse des réponses à l'enquête sur un échantillon de 48 clients a abouti aux conclusions suivantes. Il faut citer l'échantillon sur lequel on a travaillé. Premièrement, cibler et s'investir dans les réseaux sociaux comme canal publicitaire. Deuxièmement, chercher les points à améliorer afin de maintenir et augmenter la satisfaction client générale et du produit en particulier. Troisièmement, intégrer l'achat de nouveaux camions dans le budget du service logistique de l'année prochaine. Quatrièmement, renforcer le standard téléphonique pendant l'été en affectant 2 autres standardistes. Cinquièmement, 58% des clients demandent l'amélioration de la disponibilité. Et ceci est dû à la non-disponibilité du standard pendant la période estivale. Une attention particulière devra être prêtée à ces 4 facteurs afin de continuer à se démarquer de la concurrence. Ces facteurs sont la qualité du produit, le professionnalisme, la triple certification et la bonne image de marque, et en particulier la qualité du produit. Huitièmement, pensez à commercialiser de nouveaux produits à base de fraises. Neuvièmement, tirez profit des réseaux sociaux pour lancer les annonces publicitaires. Et dixièmement, les taux C7, ça veut dire Customer Satisfaction, NBS, Net Promoter Score, et CES, Customer Effort Score, sont tous les trois excellents. Et ça, c'est vraiment très positif puisque tous ces paramètres sont excellents. Et finalement, après avoir synthétisé et réalisé l'analyse aux réponses de la satisfaction client, maintenant, il va falloir communiquer les résultats de l'enquête. Comment communiquer ces résultats de l'enquête? Ça se fait à travers un rapport de l'enquête de satisfaction client de l'année par laquelle l'enquête est concernée. Maintenant, on a supposé que l'année de l'enquête est 2022. Donc, c'est un rapport. Premièrement, on cite la taille de l'échantillon, on avance le formulaire de l'enquête, on fait une synthèse des résultats, une analyse des résultats et finalement, une récapitulation qui est tout simplement la conclusion que l'on vient de voir. La vidéo et la formation touchent à la fin. Et tout d'abord, il faut savoir que ce rapport, vous pouvez l'envoyer par mail aux différents chefs de département qui sont concernés par cette enquête de satisfaction client pour qu'ils sachent quelles sont les choses à améliorer afin d'augmenter cette satisfaction. Alors, on a fini notre formation. J'espère qu'elle vous a été bénéfique et qu'elle vous a apporté beaucoup de choses par rapport au processus de mener l'enquête de satisfaction client. Rendez-vous à la prochaine formation et restez en bonne santé et en bonne forme.